m'appelle Danielle, comme Nicolas a dit, et Astrea, on est le troisième branche de Atlas 5. Et oui, aujourd'hui, on va parler de marketing, communication pour les exhibitions immersives. Et oui, mais on commence avec, comme j'ai dit, Atlas 5, parce que ça, c'est la branche de production qui a commencé en 2017. Il y a 4 fondateurs. Et le concept de Atlas 5, c'est de produire des contenus immersifs, plutôt un storytelling, mais pas que ça. Et toutes les images là, c'est des installations pour les expériences qui étaient faites avant le confinement. Alors, on a Fragment, c'est Vestige, c'est une expérience VR et AR, qui est la première. On a Ayahuasca, qui est co-distribué avec nous, Astrea et Diversion. Et il y a Battlescar qui a été présenté, ça c'est une image de Venise 2019. Et oui, le concept de Atlas 5, c'est de produire des contenus qui capturent la curiosité. C'est un mélange de documentaires, des expériences interactives, et c'est vraiment les expériences qui ont gagné beaucoup de prix dans le monde international. Et oui, Astrea a été fondée en 2021. Alors, on est la plus jeune branche de le groupe Architecte. Ça, c'est Atlas. On a un groupe de fabricateurs à Lyon qui s'appelle Albion et Astrea. Et on est les distributeurs. Pardon. Et oui, la raison on a été fondé, c'était parce que Atlas a créé beaucoup des œuvres. Et c'est vraiment difficile à distribuer, à trouver des espaces pour les exhibitions. Alors, Astrea, on est l'un des premiers distributeurs internationaux de contenu immersif. Et on a un catalogue qui est en ce moment plus de quasiment 70 expériences. Parce qu'en septembre de 2021, on a commencé à distribuer des contenus des autres studios. Alors, grâce à les partenariats de Atlas 5, on a des expériences de beaucoup de gens différents, mais c'est toujours des expériences immersives dans les casques. Et en ce moment, on travaille avec, pas mal de musées qui cherchent à montrer des expériences dans leur espace. Et la question en ce moment que je voudrais parler, c'est comment notre stratégie marketing reflète-t-elle l'impact les enjeux et les réussites de l'art immersif. Alors ça, c'est le problème en ce moment. C'est un challenge, c'est un défi, parce que dans le casque, comme vous avez vu peut-être pendant les ateliers, les démos, les œuvres immersives sont vraiment émouvantes. Il y a un pouvoir d'être dans une expérience. Mais comment on peut montrer ça dans la communication et le marketing, surtout avec des assets 2D, des vidéos, tout ça, c'est difficile, c'est une question. Alors, on a quelques exemples des exhibitions qu'on a montrées récemment dans les 2 dernières années. Pardon, merci. Et oui, et on va concentrer sur les points ici. Le premier, c'est connaître son public. Le deuxième, c'est visuel et identité. Le troisième, l'effet wow, immersion au-delà de la casque. Et aussi des canaux et outils et stratégies vraiment pragmatiques. Et oui, le premier exemple, c'est connaître son public. Alors ça, c'est un exemple d'une exhibition qu'on a montré avec les Galeries Perrotin en octobre à décembre 2021. C'était juste après on était fondé, mais à la base, c'était le studio Atlas 5 qui a commencé l'installation. C'était environ le même temps que Astrea a été fondé. Alors, c'est toutes les expériences de Atlas, les expériences clés qui ont été montrées dans les festivals du monde. Alors, on a Spheres, Notes on Blindness, Gloomy Eyes et Battlescar. Et ça, c'était 4 expériences. On avait 12 quests en même temps. Et on a créé une application pour montrer les expériences tout en même temps pour tous les gens dans la salle. Et ça, c'était un exemple de collection en team collective. Parce que vous êtes dans le casque, mais en même temps, vous êtes ensemble.
Et comment est-ce qu'on pouvait montrer ça au public de Perrotin? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On avait concentré sur le canal qui avait le plus d'abonnés. Et ça, pour Perrotin, ça c'est l'Instagram. Alors, comme vous voyez, l'Instagram de Perrotin, il y a 593 abonnés. On a utilisé les mêmes hashtags consistants. C'est des stratégies pour toute la communication marketing en Instagram surtout. Et on a fait, comme vous avez vu, un pub en particulier qui correspond aux gens, au public de Perrotin. Alors, le public de Perrotin, c'est assez vaste, mais en même temps, il y a pas mal de consistance. Et il y a un esprit de jeunesse. On a essayé de capturer ça. On a montré les infos pratiques et en même temps, on a montré des gens dans les casques. Et à la fin aussi, on a fait un concours. Vous avez lu peut-être, on avait un concours Perrotin pour participer. Alors, c'était interactif en ligne, en Instagram, en utilisant le langage de l'Instagram. Et pour ça, c'était intéressant parce qu'on a appris pas mal de choses. Le premier, c'était que l'identité, c'est important d'utiliser les logos et tout ça de le lieu, mais en même temps, c'était bien de voir les différents gens qui ont venu grâce à nos communications. Et c'est comme ça, on continue avec le prochain exemple, le visuel et l'identité. Et ça, c'est comment est-ce qu'on peut travailler avec les institutions. Alors, je ne sais pas combien de gens dans le public, dans l'audience ici, sont soit associés avec une institution qui cherche des outils stratégiques pour la communication, ou les autres studios qui fabriquent les expériences immersives. Mais j'espère que les exemples ici peuvent vous aider, en tout cas. Parce que quand on travaille avec une institution, ça veut dire qu'il y a déjà des besoins de l'institution. Le prochain exemple que je vous donne, c'est une exhibition qui arrive dans 2 semaines. Et c'est avec un musée en Amsterdam qui s'appelle The Eye Museum. Et ce musée-là, c'est vraiment un musée qui est... à la base, c'est un musée du film. Alors, il y a des cinémas dedans, mais c'est aussi... le sujet du musée, c'est l'histoire du cinéma. Et pour cette exhibition, on va montrer l'expérience Missing Pictures. Et Missing Pictures, ça fait 4 ans que c'était commencé. Et c'est 5 épisodes. Il y a plus que 15 partenariats inclus dans la production de ce projet. Et oui, c'était commencé, ça fait 4 ans. Et pour cette exhibition, il y aura 10 Quest 2 et aussi des films des réalisateurs évoqués et un panel, un échange avec les réalisateurs de séries en VR et les présences exceptionnelles de Naomi Kawase et Catherine Hardwicke. Et ça, c'est parce que Missing Pictures, le sujet, c'est des films qui ont été faits par les histoires manquantes, the missing pictures, les films qui n'étaient pas créés à cause de raisons différentes. Et grâce à la réalité virtuelle, on a un échange avec des filmmakers comme Naomi Kawase et Catherine Hardwicke. Ça, c'est 2 exemples sur 4. Mais comme j'ai dit, The Eye Museum, c'est vraiment l'histoire du film. Dès que vous entrez au musée, il y a un zootrope. Ça, c'est ça. Alors, toutes les communications, les assets de communication doivent refléter cette zootrope. Alors, on voit avec cette affiche-là qui va être imprimée et mettre en place dans la ville d'Amsterdam, dans le métro et aussi dans le musée. On réplique le même principe en utilisant aussi le même logo, the brand assets, les couleurs du Eye Museum. Alors ça, c'est
C'était quelque chose à parler avec beaucoup de partenariats de Missing Pictures, tous les producteurs, parce que comme vous voyez, Missing Pictures, le logo, c'est très différent que ça. Mais grâce à les communications et les échanges et l'intérêt de producteurs d'avoir l'expérience montrée dans une exhibition assez vaste, on est content de trouver une solution pour ça. Et je vais montrer aussi l'exemple de bonne annonce. Je ne sais pas s'il y a du son. Si, ok. Merci. As a director, we all have these films that we love and that we want to get made. We work so hard on them. You work every single day for a year, 2 years, 3 years, but then somehow you just can't get the green light. C'est localisé. So this was like a gigantic project. We almost did. That's the saddest part. We came this close. These memories, I just let them stay in my dreams. Even if this picture is still missing, it has always been in my heart. Vous voyez, il y a pas mal de gens inclus dans ce projet avec tous les logos. Et ça, c'est un exemple, comme j'ai dit, à trouver un mélange des visuels qui reflètent l'expérience et aussi l'identité de l'institution. Alors, on a trouvé des compromis pour montrer ça. Et c'est très important quand on travaille avec les institutions. Comme j'ai dit, le deuxième point que je voudrais parler, c'est l'effet wow, l'immersion au-delà du casque, de la casque, pardon. Et comme c'est écrit, l'essentiel ou le besoin, c'est de montrer dans la communication l'impact du contenu immersif. Ça veut dire les images des casques ne sont pas assez convaincantes pour susciter de l'intérêt. Alors, vous avez vu avec l'exemple de Perrotin qu'on a montré la mise en scène, c'était vraiment white label. C'est une galerie, il y avait des murs blancs, la concentration visuelle, c'était sur la technologie. Alors, on a mis un tour au centre avec les casques, c'était le MetaQuest 1. Alors, tous les casques étaient en noir. Et pour les curateurs de l'institution, de cette galerie, c'était important. Et aussi, on a fabriqué le tour, c'était à la fois pragmatique parce qu'on peut charger les casques, mais aussi il y avait des lumières pour montrer la valeur de la technologie. Mais après ça, on a vu plusieurs fois tout le temps les images des gens dans les casques. Et c'est émouvant et surtout, c'est important pour les gens qui n'ont jamais dans les casques. Et en même temps, on voudrait montrer la sensation de ce qu'on va voir dans les casques avec des images. Comme ça, on peut vraiment communiquer l'impact. Et ça, c'est la stratégie. Un design épuré qui donne l'impression d'une expérience immersive en utilisant les ressources et les images de cette expérience pour communiquer avec le grand public. Alors, bien sûr, ça dépend toujours de vos besoins et votre audience, mais on donne un exemple ici d'un projet dans le catalogue d'un studio australien, Gondwana. Et on va montrer aussi une vidéo de... ah oui, ça c'est Missing Pictures, mais je vais juste skip pour Gondwana. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce que le premier musée on a montré a fait et après ce qu'on peut faire avec les images pour la communication. Alors ça, c'est un exemple. Ça, c'est la vidéo, je voudrais dire brute. C'est pas édité, c'est pas dans un montage ou quelque chose. C'est juste une vidéo de ce qui était fait là-bas.
On a mis des feuilles parce que c'est une expérience dans le rainforest, le Daintree Rainforest en Australie. Et oui, la lumière, ça correspond à l'expérience. Il y a un petit peu de brume qui est là. Et on a des visuels fabriqués grâce à cette exhibition. Et on peut utiliser ça pour la communication. Parce qu'on communique l'expérience qui est dans le casque avec des visuels. Et ça, c'est très, très, très important. Et le nom de cette vidéo, l'exemple, c'est Lighting and Sound. Parce que la lumière correspond avec le son et on capture toute l'immersion. Et en plus, on a une projection il y a un dialogue entre ce que dans le casque, entre les gens dans le casque et la salle entière. Comme ça, il y a une expérience collective avec les gens. Et ça c'est important pour la communication de montrer des différentes possibilités. Ouais. Je pense que c'est clair. Le deuxième exemple, c'était la projection. Parce que parfois, c'est compliqué de montrer une installation immense. Je sais bien, on travaille avec des musées, des institutions du quatre coins du monde. Et je sais que chaque pays, chaque musée a des limitations, des budgets. C'est compliqué parfois. Alors, ce qu'on fait chez Astrea et avec Atlas 5, c'est de fabriquer des assets assez légers et simples à montrer. Et comme ça, on peut, comme j'ai dit, avoir un bon rapport avec la mise en scène et l'expérience et utiliser le proof of concept pour les visuels. Alors, je montre un autre exemple de projection. Ça, c'est Tribeca cette année. On a fabriqué une vidéo. Ça, ce serait une partie de Expo iMuseum aussi. Et c'est la seule chose que tu as besoin, c'est une projection. C'est cher, mais c'est important. C'est pas énorme. Et une mur. Et oui. Je pense que ça c'est OK. Et le dernier exemple que je voudrais donner dans la catégorie de wow effect, c'est projection mapping. Ça, c'est les exhibitions immersives. Et ça, c'est quelque chose on a réussi à faire récemment et il y aura une exhibition en janvier. Et ça, c'est l'adaptation des expériences dans le casque pour les salles immersives avec que la projection. Alors, c'est immersion sans le casque VR. Et on aura 3 expériences là-bas. Comme j'ai dit, ça commence en janvier. Je vais montrer cette vidéo et après, je vais parler de ça. A note on the nature of acoustic space. Si on revenait en arrière, genre 1 milliard d'années, quelque chose nous a menés l'un à l'autre. I just noticed on my phone there was an alert. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti en tombant amoureuse de lui. It was such a powerful moment for us. Being human is not seeing, it's loving. Oui, alors, ça c'est l'exhibition Transformée, qui s'appelle Transformée, et il y aura 8 expériences. Il y a plusieurs salles chez Oasis à Montréal, et nous, chez Atlas Astrea, on a produit 3. Et c'était les projets de Atlas à la base, et c'est Notes on Blindness, On the Morning You Wake et Vestige. Tous les 3 sont des documentaires. On the Morning You Wake, c'est le gagnant de South by Southwest cette année.
Et on est très, très, très fiers de l'équipe Astrea pour la fabrication, l'adaptation de 3 œuvres immersives. C'était environ 4-5 mois à produire. Alors, on a beaucoup d'espoir pour ça et l'avenir d'Immersive et nos projets. Et en même temps, c'est très, très, très bien pour la communication et marketing. Parce que, comme j'ai dit, le plus important, c'est de montrer le wow d'immersion. Et quand on a des salles comme ça, on peut vraiment prendre des photos, des vidéos qui touchent le cœur. Et ça, c'est ce qu'on voit clairement avec les vidéos on vient de regarder. Et on voit ça depuis 1 an. Perrotin à ça, on a beaucoup évolué et on a très hâte de continuer dans cette direction. Et de travailler avec les institutions comme ça. Et oui, c'est important et c'est quelque chose que va continuer et qui est vraiment accessible sur la côté communication et les visuels et tout ça. Je vais continuer sur les outils pratiques, mais j'aimerais bien savoir un peu plus de qui est dans l'audience. Je pense que j'ai dit ça, peut-être I could have fait ça plus depuis le début, mais j'étais curieuse. Est-ce qu'il y a des gens des institutions dans l'audience? Oui, il y a des producteurs, il y a des éducateurs. Oui. Ok, je suis curieuse qui est ici, mais oui, les outils pratiques. On a dit, c'est important de travailler avec les institutions, qu'on a fait la communication. Et la question, c'est quel canon? Qu'est-ce que les réseaux qui existent déjà? Est-ce qu'il y a une communauté avec les musées? Par exemple, Oasis, ils ont une communauté, c'est plutôt à Montréal. Alors, on travaille avec eux pour donner des assets ou faire des press releases et tout ça qui correspondent aux gens à Montréal. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut... oui, est-ce qu'il y a des autres producteurs dans l'expérience qui a un réseau un peu tap into? Et ça c'est la même chose pour le newsletter. C'est très bien pour la plupart de musées on a travaillé avec un newsletter et aussi des festivals. Alors, parfois, par exemple avec the iMuseum, and Missing Pictures. Le projet Missing Pictures était une partie de IDFA, Doc Lab, International Documentary Festival of Amsterdam. C'était une partie du lab. Alors, ils ont aidé à la fabrication à l'échelle de pré-production, plutôt development, à cette étape-là. Et ils ont dit, parce que c'était grâce à cette connexion, vraiment tôt dans la fabrication, la production, on va faire une campagne avec leur réseau aussi. Alors, le iMuseum va travailler avec nous et nous, on va travailler avec IDFA pour connecter avec des gens en Amsterdam et au monde, vraiment. Plutôt en Europe, mais vraiment en Amsterdam. La prochaine, c'est... Comme j'ai dit, l'organisation de votre page d'accueil, landing page, c'est important quand on a des exhibitions d'avoir un funnel pour le marketing. Alors, si on a une landing page concrète sur le site web officiel avec l'institution, c'est très clair. On peut réserver directement, les visiteurs qui peuvent réserver directement en ligne. Et aussi, c'est possible à faire du tracking pour comprendre mieux l'audience. Alors, on peut intégrer dans le site web, si on a le consentement de l'institution, et on travaille vraiment à partenariat. On peut intégrer un pixel. Comme ça, on comprend mieux de l'audience. Et si on voudrait faire du digital marketing, on peut le faire. C'est juste en ce moment, c'est vraiment compliqué. C'est beaucoup mieux de travailler, si possible, avec des influenceurs parce que tout le monde est vraiment, vraiment habitué avec des pubs tout le temps. Alors, si on travaille avec des
des influenceurs. On a la capacité à mettre en valeur les gens, les voix qui sont déjà en confiance. On a déjà confiance avec un influenceur, on suit en ligne, et ça c'est mieux. Mais en tout cas, il faut avoir une page pour les gens concrets de venir pour s'inscrire ou de trouver plus de l'info. Alors, le landing page, c'est très important. Et c'est bien de travailler, pour nous, parce qu'on travaille avec les institutions, et en utilisant leur infrastructure déjà fait. C'est important de faire ça. Et comme j'ai dit, activer des réseaux. Alors, l'avantage d'avoir assez de partenariats comme Missing Pictures avec Arte, BBC, vous avez vu, il y avait plus de 15 partenariats inclus dans le projet. Ça veut dire qu'il y a un réseau pour chaque producteur ou chaque entité qui a soit aidé à la production ou le financement. Et si on est organisé comme distributeur, on peut activer ce réseau. Et ça, c'est une partie du stratégie de faire un press release qui touche les besoins de chaque partenaire et qui est localisé dans chaque langue possible. Oui, alors ça, c'est une stratégie, une outil pratique. Et la dernière chose, c'est pour la prochaine fois, c'est très bien de faire un sondage parce qu'on peut comprendre mieux comment les gens ont trouvé l'exhibition. Alors, si à la fin, vous avez un sondage avec une tablette, c'est assez léger, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et surtout, si c'est une exhibition VR où il n'y a pas 100 gens en même temps, c'est une quantité limitée. C'est vraiment possible à juste mettre en place des tablettes ou ça peut être aussi un email à la fin avec un sondage. Mais c'est toujours mieux de faire en direct à présentiel parce que on reçoit beaucoup d'emails et de faire un sondage, parfois ça tombe sur la liste de choses à faire. Alors c'est bien d'intégrer ça direct dans l'exhibition si possible. Et comme ça, à la fin, c'est possible à faire un post-mortem en voyant, OK, qu'est-ce qui était le mieux, qu'est-ce qu'on a appris, et pour la prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Et pour nous, comme Astrea, on est, comme j'ai dit, le plus jeune branche de Atlas. On a l'idée de learn by doing. On est dans une industrie émergente, il y a beaucoup de questions tout le temps. Alors, chaque fois qu'on fait des choses, on montre une exhibition avec un partenariat, on apprend plus et plus et on évolue, on continue à apprendre et améliorer. Et oui, je vais montrer, c'est un peu le slate de Astrea, comme ça vous avez un petit goût de ce qu'on fait. La musique est un peu intense.
Oh, pas une deuxième fois. OK. Oui, alors ça, c'est la fin de la présentation. Mais je pense qu'il y aura peut-être des questions. Et aussi, on a correspondance digitale qui peut nous aider si on n'a pas des questions en direct. Mais j'ouvre la salle à vous. Ouais. Oui, merci. Si je réagis par rapport au dernier clip sur en fait, c'est la présentation d'Astrea. Donc, c'est la présentation des projets que vous accompagnez, hein, c'est ça? Exact. Ça, c'est Ouais. une présentation de la plupart des projets qui ont signé dans le catalogue. Et je me suis posé une question en le voyant, savoir si c'était un choix délibéré. On ne voit pas de public, on ne voit pas d'humains, on voit que des images de synthèse des expositions. Et du coup, voilà, ça m'a interpellé. Oui, c'est très bien. Ça, c'est une bonne question. En fait, ça, c'est une présentation. On ne montre pas au public. On montre que dans des présentations comme ici. Pour les gens qui ont déjà dans l'industrie d'immersif, de voir le contenu, vraiment le contenu. Et oui, c'est vrai, on suppose un petit peu que les gens étaient déjà dans un casque. Mais si on a montré ça au public, on va bien sûr pas mettre tous ensemble et de mélanger, comme j'ai dit, les gens dans le casque. Alors, ça c'est très bien. Mais c'est plutôt pour d'expliquer le différents genres des expériences et storytelling qu'on a dans le catalogue. Oui. Bonjour. Bonjour et merci pour votre intervention. Donc Pierre Héniche, Beaux-Arts et compagnie. Quel est le lien entre Astrea et Atlas V, si j'ai bien compris, mais vous me corrigerez certainement. Atlas V est un studio de production en fait de contenu et vous, en partie, diffusez en fait des contenus d'Atlas V, mais pas seulement. C'est bien ça? Exact. Oui, le début de la présentation, j'étais un peu nerveuse. Alors, je n'étais pas assez claire, je pense. Et c'est exactement ça. Le studio a été fondé à la base, c'était en 2017. Et il continue à fabriquer, à produire des contenus. Et toujours narrative, mais c'est un mot assez flou. Le lien éditorial, c'est la curiosité. Alors, c'est quelque chose un peu abstrait. Mais oui, ils ont trouvé en 2019 qu'il y avait un besoin de distributeurs, comme pas mal de gens. Et en ce moment, on voit que parce qu'à la base, c'était les producteurs qui ont distribué eux-mêmes. Et nous, moi, j'ai rejoint à la fin de 2019, début 2020, toujours la distribution. Alors, et on voit, grâce à ça, qu'il y a une perspective différente. Alors, ça aide beaucoup d'avoir une branche dédiée 100% à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est difficile quand tu es en même temps un producteur et un distributeur pour les mêmes projets. Et oui, ça c'était... Et du coup, toute petite question, et après je laisserai la parole évidemment aux autres. Qu'est-ce qui est le plus dur pour un distributeur dans son choix de diffusion de telle ou telle expérience, sachant qu'il y a pléthore de contenus en fait, qui existent aujourd'hui? Comment vous faites pour choisir en fait, votre ligne éditoriale? C'est aussi une bonne question. Et ça correspond vraiment à la base de la philosophie d'Atlas V. Alors, j'ai dit la curiosité. Alors, on cherche soit c'est plutôt des projets qui poussent les limites. Alors, par exemple, on a Gondwana, j'ai montré, c'est une expérience de 24 heures interactive multi-user qui a aussi une version avec une installation du son interactif avec du lumière. Alors, c'est une expérience avec plusieurs choses, mais en même temps, on a Labyrinthos qui a gagné, c'était le dernier festival, c'était Kaohsiung Film Festival, ça a gagné. Et c'est une expérience qui est vraiment faite pour la réalité virtuelle. Alors, ça veut dire qu'il faut vraiment marcher dans l'expérience. Il y a des moments où tu es
t'es étonné, t'es surprised. Et c'est ça, c'est les expériences qui sont exceptionnelles, oui. Oui, il faut wow, c'est ça, exact. Et on verra si ça va changer ou évoluer avec du temps. Et c'est vrai que en ce moment, on a une partie de nous qui se concentre sur le publishing avec des B2C directs en ligne. Et il y a une partie de nous qui on travaille, comme j'ai montré, avec des institutions et plutôt des exhibitions. Et il y a quelques expériences qui fonctionnent très bien dans les deux mondes. Et ça, c'est intéressant. Quand on peut trouver une expérience comme ayahuasca, qui a une communauté en ligne, l'intersection entre la drogue et la réalité virtuelle, c'est pas trop étonnant, mais c'est intéressant en tout cas. Mais en même temps, ça fonctionne très bien dans un espace culturel parce que soit la technologie est vraiment avancée, l'œuvre c'est un œuvre, et en même temps on a une version d'homme qui est, comme j'ai dit, waouh. Alors ça, il y a certains projets qui marchent dans les mondes différents, et ça, on cherche toujours des projets comme ça. Moi, j'ai une petite question. Pour revenir à la communication, tu parlais tout à l'heure de l'effet waouh des expériences immersives, qui est une réalité, qui n'est pas virtuelle pour le coup. Et moi, j'ai fait un certain nombre des expériences que tu viens de montrer. Clairement, quand tu vis l'expérience, l'effet est assez waouh, comme tu disais, et quand tu vois la bande démo, forcément, c'est un peu déceptif. Donc, en termes de communication, est-ce qu'il y a un moyen, comment vous faites, en tout cas, pour essayer de rendre cet effet waouh et attirer le public vers ces expériences-là? Ça, c'est une bonne question. Je pense à fur et à mesure, on va apprendre les différentes manières. Et ça, c'est la raison que je pense qu'un sondage, c'est important. Parce que c'est récent, on avait Covid, alors c'est difficile à vraiment revenir dans le passé. On ne peut pas collecter ces données d'avant le confinement. Alors c'est vraiment un nouveau monde, c'est un cliché peut-être, mais je pense chaque fois qu'on adapte des visuels pour les expériences, un mélange des gens dans le casque et ce qu'on va voir, c'est important. Et comme j'ai dit, de mise en scène aussi. Alors, je ne sais pas si cette réponse est assez satisfaisante, mais comme j'ai dit, la philosophie de Astrea, c'est de learn by doing, apprendre en faisant. Alors, je pense, à fur et à mesure, on va nous-mêmes, soit avec les institutions ou nous comme distributeurs, trouver des langages visuels pour expliquer. Mais c'est quelque chose à réfléchir beaucoup. Et la seule manière à savoir, c'est de tester et de demander. Et je pense que ça, c'est ce qu'on va faire. Merci. Oui, juste une question à laquelle vous avez peut-être répondu, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Astrea est donc rattaché à Atlas V et vous distribuez uniquement des prods Atlas V ou vous êtes ouvert à d'autres productions? Oui, oui, exact. On a la moitié est Atlas, mais on a plus en plus de projets à l'extérieur et avant la fin de l'année, ce serait plus de l'extérieur que Atlas en fait. Ouais, j'ai une question aussi. Vous attendez quoi de la part des auteurs ou ceux qui viennent vous soumettre justement les projets en termes d'aboutissement du projet, sachant que la technologie n'est peut-être pas vraiment maîtrisée et qu'il faut attendre d'échanger justement avec les personnes qui maîtrisent la technologie avant d'aller plus loin dans la proposition artistique? Oui, tu peux je la refais. Vous attendez quoi de la part en fait de la proposition artistique qui viennent taper à votre porte pour que vous produisiez en fait leur proposition artistique?
Avec des assets de communication. Alors vous vous occupez uniquement de la communication, mais de la production aussi, me semble-t-il. Nous, comme Astrea, on n'est pas les producteurs. D'accord. Mais on a produit les expériences, l'adaptation immersive. Alors, on a produit comme j'ai montré, le Notes on Blindness, c'était Oasis Immersion. Ça, on a produit nous-mêmes les trois adaptations des expériences de Atlas. Alors, c'était Notes on Blindness, On the Morning You Wake, and Vestige. Et c'était avec la direction artistique des créateurs à la base. Alors, on a fait... c'était un mini-prod. Et on a travaillé, on avait leur accord, mais c'était nous qui a produit. Et comme avec tous les autres efforts, on a fait, avec les projets d'Atlas, c'est une expérimentation. Et grâce à le fait qu'on est la troisième branche d'Atlas, on peut faire des tests comme ça et on voit que ça fonctionne très bien. Et on est prête à continuer avec des autres projets, des autres studios et des autres espaces immersifs. Alors, j'espère que ça oui, c'était ça. En fait, c'était juste aussi de savoir si vous acceptiez des projets extérieurs en termes d'expérimentation, comme vous l'avez fait avec Oasis. Oui. Ça dépend toujours de l'espace. Alors, on va dans le Nouvel An, on a parlé avec les autres espaces aussi. Ils connaissent bien qu'on a un catalogue de 70 projets. Chaque œuvre ne correspond pas à l'espace immersif, mais on est en train de développer pour les prochaines années les expériences, oui, Atlas, mais pas que. Pas que Atlas. Merci. Merci beaucoup. Je suis allée sur le site pour revenir à la présentation du programme. Sur le site, il y a justement les photos de la mise en scène des expériences. Bravo, j'ai trouvé ça vachement bien. Et quel est économiquement, comment ça marche en fait? Est-ce que on peut s'abonner et voir des choses à partir de votre site, un peu comme la plateforme Netflix, et comment ça marche pour les institutions, les musées? Et ma deuxième question, quel était le public plutôt, et combien de personnes peuvent le voir, les problèmes économiques si vous avez rencontré, et voilà. Avec des chiffres un peu, si tu en as. La question, c'est plutôt de voir les expériences ou les expériences dans une exhibition, dans un espace. Parce qu'on fait les deux, en fait. Si on parle d'expositions dans un musée ou chez Perrotin. Parce que, comme j'ai dit, on va publier pas mal d'expériences en ligne. On va publier et c'est comme ça, les gens qui ont un casque chez eux peuvent les télécharger. Et ça c'est vraiment l'expérience. Et on utilise les plateformes qui existent déjà. On a maîtrisé les outils de chaque plateforme. Il y en a 4 et il y en a plus qui arrivent, mais on utilise les plateformes en priori. C'est AppLab, Oculus Quest, Viveport, Pico et Steam. En fait, c'est 5. Et oui, et on fait du marketing et de la communication et du community building en ligne avec les projets comme ça. Alors en ce moment, on a 7 projets qui ont publié et il y aura 10 qui arrivent dans la prochaine année, le début de 2023. Et oui, les gens peuvent accéder au contenu comme ça. Et en ce moment, on a développé un système de connexion entre chaque expérience qui est publiée. Et on dit ça, ce qu'on dit, c'est deep linking. Alors, ça veut dire à la fin de chaque expérience, on peut cliquer et revient vers un store page d'un autre projet qui est dans le même genre de storytelling, qui n'est pas un jeu de guns or things like that, mais c'est vraiment dans le catalogue. Et en fait, on a fait ça avec Missing Pictures pour le iMuseum.
à la fin de chaque épisode de Missing Pictures, c'est possible de cliquer et de commencer le prochain. Alors pour le musée, c'est assez facile à montrer et c'est fluide pour les visiteurs et tout ça. Alors ça c'est un exemple de deep linking qui marche très bien comme un utile, une facilitation, facilitating dans un musée. Et c'est un codage on utilise pour le publishing aussi. Et avec les musées, on préfère travailler direct. C'est plutôt à l'échelle partenariat parce que avec les musées, chaque lieu est très différent et on travaille surtout dans les espaces liminales, les espaces qui changent. Parce que la programmation d'un musée, parfois, c'est 3 ans. Ils ont déjà une expo. Alors, c'est vraiment cas par cas et c'est les relations. C'est les relations. C'est grâce à des gens qu'on connaît dans les réseaux et c'est quelque chose qui marche très bien comme ça parce qu'on peut adapter. Et chaque fois, c'est un peu bespoke, mais en même temps, on a un package. On a, oui, l'expérience VR, mais on a les projections, le son, la mise en scène, toutes les assets. Et comme, par exemple, avec the iMuseum, on a organisé un panel avec le réalisateur japonaise Naomi Kawase et Catherine Hardwick, l'américaine. Et ils vont venir à présentiel et parler de l'expérience. Et c'était nous qui avons géré ça. Alors, et je pense que c'est important avec des institutions de vraiment, en ce moment, travailler comme ça, parce qu'il y a beaucoup de plateformes, il y a toujours des plateformes, mais pour nous, on voit l'impact de parler présentiel et de faire une vraie connexion, c'est assez important en ce moment. Peut-être ça va évoluer, mais en décembre 2023, ça c'est comment on fait. C'était clair? Ok. Bonjour, moi j'avais une question. En fait, vous travaillez beaucoup sur l'immersion, donc musée, exposition, ce genre de choses. Je voulais savoir si vous avez déjà travaillé avec le spectacle vivant. Ça, c'est une bonne question. On a des demandes de gens qui ont fait des expériences VR ou immersives et spectacles. Mais en ce moment, surtout parce que, comme j'ai dit, on a commencé, ça fait 1 an et quelques mois qu'on a commencé. Et pendant le Covid, c'était pas vraiment possible avec nos expériences. Mais c'est pas hors de question. C'est juste, en ce moment, on est toujours en train de mettre en place les pipelines, surtout pour l'immersion. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas hors des questions. C'est juste, en ce moment, je peux dire, on verra. En fait, c'était surtout par rapport à l'exposition que vous avez produite immersive sur la galerie qui projette les gens dans un espace. Souvent, les artistes, notamment dans le spectacle vivant, on aime bien donner une atmosphère ou permettre une expérience dès l'entrée d'un lieu. Donc je me disais, voilà, peut-être il y a des choses à faire avec ça. Et aussi peut-être une idée, mais après je la partage avec vous, c'est peut-être pourri, mais je la dis quand même. Justement, pour partager cet effet waouh, c'est de peut-être demander aux spectateurs qui ont fait l'expérience, qui ont vécu l'exposition ou l'expérience immersive, peut-être de les filmer, avec leur accord bien sûr, pour qu'ils expriment verbalement leur effet waouh, quoi. Ce qu'ils ont ressenti. Je trouve qu'en termes de communication, c'est toujours intéressant d'avoir la parole d'autres personnes qui partagent son expérience. Voilà. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un peu le concept que j'ai commencé à dire avec les influenceurs, de prendre des vraies photos. C'est juste, c'est vrai, on peut encourager des gens de prendre des vidéos et de partager dans leur réseau eux-mêmes. Et aussi, dans l'idée de stratégie, d'inviter des gens qui ont déjà un réseau, des abonnés et qui sont déjà intéressés dans les œuvres, l'immersion, les arts. Alors c'est vrai. Non, mais au-delà des influenceurs, je trouve que justement ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des gens qui ne connaissaient absolument pas le sujet.
parce qu'ils vont encore plus être dans, je pense, une expérience de partage, alors qu'un influenceur, il va peut-être chercher une valorisation soit monétaire, soit d'image, enfin, vous voyez. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Après, je suis d'accord avec vous, c'est toujours intéressant de travailler avec eux, et c'est important aussi pour la diffusion des œuvres, mais je trouve que en termes de communication, de partage avec les publics, tout simplement, comme vous le disiez avec le questionnaire, ça peut être vraiment intéressant en tout cas. Oui, c'est vrai. Oui. Merci. D'ailleurs, à ce sujet, il y avait eu, dans les films promotionnels qu'on a vus hier, il y avait eu des exemples. C'était sur Keops, je crois, où ils interviewaient les spectateurs à la sortie. Ou le bal de Paris. Ouais, c'est peut-être le bal de Paris. Et effectivement, là, on le voit, l'effet waouh, dans les yeux des gens qui sortent de l'expérience, parce qu'ils sont, ils sont comme ça, et ça donne vraiment envie. Ah oui, et ça correspond aussi à vos questions d'avant. C'était... J'ai l'impression que c'est un peu ce dont vous vouliez dire. Ouais. C'est vrai. Et c'est quelque chose avec l'art vivant que déjà... oui, et avec le cinéma un peu moins. Alors mais ça, c'est la chose très intéressante d'immersive, parce que c'est vraiment un mélange de beaucoup de... Oui, c'est vrai. Avec les vidéos de horror, oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur la distribution. Je suis là. Petite question. On voit aujourd'hui une multiplication des festivals un peu partout dans le monde. D'ailleurs, je pense que dans toutes les expériences que tu as montrées, il y en a un paquet qui sont déjà primés ou multiprimés. Je voulais savoir quel était l'impact d'un prix de ce type-là sur les ventes d'expériences. Est-ce que ça a vraiment un impact fort aujourd'hui, ou est-ce que c'est un petit peu gadget et ça fait plaisir aux producteurs et voilà? C'est une bonne question. Oui, parfois quand je suis dans le mindset très cynique, c'est difficile à voir, parce que les festivals, c'est difficile parfois, mais en même temps, oui, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a un jury là, il y a des gens qui sont des experts dans ce médium qui jugent, qui disent, ça j'ai vu une centaine plus des expériences immersives, et ça, c'est quelque chose qui me touche. Et avec les laurels comme ça, on peut, c'est un signe direct aux institutions que c'est quelque chose qui est émouvant, qui vaut la peine d'essayer d'amener dans leur institution. Parce que il y a toujours des difficultés de le faire, mais c'est grâce au festival que les gens sont intéressés parfois. Et en même temps, les festivals c'est une occasion de faire des tests aussi, parce qu'avec des festivals comme South by Southwest, il y a pas mal de trafic. New Images aussi, il y a des gens qui sont ici en France, ça c'est New Images, South by Southwest, c'est aux États-Unis, mais en même temps, c'est possible de faire des sondages là et aussi des images. C'est un peu un proof of concept, un moment pour montrer le concept. Alors c'est important, il y a plusieurs raisons. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, pour pouvoir laisser un petit temps de pause avant le temps suivant, si ça c'est bon pour vous. Oui, merci beaucoup. Merci, et on se retrouve donc à 16h environ, 16h05, pour ce moment de perspective collective. Merci. Merci.